Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour le troisième parcours de ces rencontres de la coopération territoriale qui est intitulé S'inspirer des innovations territoriales. Vous êtes assez nombreuses et nombreux, vous continuez d'arriver d'ailleurs. C'est très encourageant, c'est le signe aussi de l'importance de cet enjeu des coopérations territoriales. Donc, ce parcours est axé sur les liens entre coopération et innovation et sans entrer dans les débats sur ce qui relève ou non du champ de l'innovation, ce qu'on vous propose, on souhaite s'intéresser plutôt aux formes d'action un peu inédites que peuvent produire les dynamiques de coopération et aux formes elles-mêmes de coopération qui peuvent s'inventer dans les territoires. Donc, quelles sont les conditions pour impulser, pour faire vivre ces dynamiques, comment prendre soin des relations, des interdépendances, et finalement comment mieux comprendre, comment habiter, transformer collectivement nos territoires. Notre objectif est assez simplement aujourd'hui de donner l'envie de se mettre en mouvement, que vous puissiez repartir avec des idées, des outils et surtout un peu d'énergie dans ce contexte. On vous propose une approche assez concrète à travers des partages d'expériences variées, un contrat de réciprocité dans le Gers, une démarche participative de prévention des risques dans le Finistère, un tiers-lieu fortement ancré dans la recherche dans les Vosges, une enquête participative sur l'eau dans le Trièves et une monnaie locale citoyenne au Pays Basque. On prendra aussi un peu de hauteur avec deux grands témoins qui nous accompagnent aujourd'hui. Ce matin, Raymond Val, ancien sénateur du Gers et ancien président de la NPP, qu'on remercie vraiment chaleureusement pour sa présence ce matin. Monique Poulot qui devait intervenir est malheureusement souffrante. Et puis cet après-midi, Laurent Rietor, qui est professeur de géographie et directeur de l'Institut d'Auvergne du développement des territoires et qui viendra mettre en perspective en fait à la fin la teneur et le contenu de nos échanges. Voilà, c'est une journée elle-même assez coopérative. Nous avons travaillé sur le programme en duo, l'ANPP, l'Association nationale des pôles territoriaux et pays, et l'ANCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et nous allons l'animer à trois voix avec mes collègues Michael Restier, directeur de l'ANPP, Julien Megdoud, Bonjour à toutes et à tous. lié à la coordination nationale des CRTE. Est-ce que vous voulez vous présenter Tu l'as très bien fait. Donc, Michael Ressé, directeur de l'Association nationale des pôles territoriaux des pays. Et donc Julien Megdo de la NCT en charge de la coordination nationale des contrats pour la réussite de la transition écologique. Voilà, merci beaucoup. Et donc, Payne Simian, moi je suis chef de projet à la NCT sur un programme qui s'appelle Territoire d'engagement et qui accompagne les collectivités sur le développement des formes de démarche participative et de coopération territoriale. Le programme de ce parcours, il est divisé en deux séquences. On a une première séquence ce matin de 11 heures à 12 heures, avec deux temps. Un premier temps un peu interactif pour faire connaissance, et puis l'intervention de Raymond Val. Et on aura une deuxième séquence cet après-midi sur le même lien de connexion, de 14 heures à 16 heures, avec cette fois trois temps. Un premier temps de présentation des cinq expériences, un temps d'échange en sous-groupe et un temps de restitution et de conclusion avec le grand témoin Laurent Riotor. Et puis ensuite, de 16 heures à 17 heures, vous pourrez rejoindre la plénière et le temps de conclusion qui est cette fois commun aux trois parcours. Où là, par contre, c'est le même lien de connexion que ce matin. Voilà, eh bien, je laisse la parole à Michael pour démarrer ce parcours. Le parcours. Alors, je partage. On va faire un petit brise-glace si vous en êtes d'accord. Hop, partager. Pour mieux se connaître et déjà de savoir d'où on vient. Donc, en fait, vous avez une petite carte, ce qui nous permettra en fait de nous situer géographiquement. Vous avez tout en bas un petit plus qui est violet, en fait, que vous voyez ici. Hop. Vous écrivez dessus, vous marquez le nom de votre ville et ensuite vous validez et au fur et à mesure, les petits points se marqueront sur la carte. Merci à vous. Donc, nous serons en fait voilà, représentés. Oula, il y a beaucoup de franciliens. Hop, ah, Premier niveau, merci beaucoup à vous pour vos
retour. Nous allons faire un deuxième temps, en fait, et donc là, je vais laisser Romain partager. L'idée étant de savoir un petit peu au niveau des profils, à savoir, en fait, nous allons proposer donc un petit sondage, en fait, via Zoom, savoir, en fait, si vous venez de collectivité, si vous venez de l'État ou d'agence, ou si vous venez, en fait, du monde privé, consultant ou autre. Et nous allons vous proposer ce sondage qui vous a été proposé. Une question, est-ce que vous êtes un élu, un technicien d'une collectivité, un agent de l'État, professionnel ou acteur associatif? Donc nous avons beaucoup de représentants de collectivités, quelques élus, merci à vous, et des acteurs associatifs. Toulon, mais je n'arrive pas à me positionner. Est-ce que Romain, tu pourrais positionner Toulon, s'il te plaît? Donc nous avons un panel, je pense, je parle à mes collègues, mais voilà, auquel on s'attendait un petit peu au niveau des profils. Et rajouter Marseille aussi. Merci à vous. Maintenant qu'on se connaît un peu mieux, est-ce qu'on pourrait aller un peu plus dans le détail, justement, sur les sujets des coopérations? Là, on va reprendre sur un système un peu plus interactif. Je tac, et partager. Donc, on va rajouter Toulon et Marseille. Et on va vous poser, en fait, deux questions. La première, en fait, pour vous, qu'est-ce que la coopération territoriale? Donc, ça a été un peu évoqué ce matin. Je vous partage le lien dans l'espace de discussion. Et donc, vous avez possibilité de contribuer. Donc, pour vous, spontanément, coopération, c'est égal à quoi? Vous avez possibilité de mettre plusieurs réponses, en fait, et qui apparaîtront au fur et à mesure que vous les renseignerez. Coopération territoriale. Et je m'autorise à contribuer aussi. C'est de la confiance, ça a été évoqué ce matin. C'est du partage, oui. Des solutions, effectivement, en finalité, ce sont des solutions à trouver. J'actualise. Faire sens. Ah, nous avons donc confiance qui est revenue en fait à 4 reprises. Co-construction, bien sûr. Gagnant-gagnant. Dialogue multi-acteurs, c'était aussi évoqué en ouverture. Échange, lien, apport mutuel. Faire sens. Est-ce qu'il y a la personne qui a mis en interne déjà élu et agent? Est-ce qu'elle pourrait se manifester pour savoir en fait qu'elle entendait plus précisément? Allô. Oui, bonjour, Jacques Noël. Bonjour Jacques. J'ai été un peu vite, hein. Euh, j'ai mal manipulé certainement. Je voulais m'étendre un petit peu plus pour préciser ce que je voulais dire. Simplement, donc, il y a plusieurs niveaux dans la coopération, hein. Il y a déjà, mais tout est une question de posture. Posture en interne, posture en externe. C'est les attitudes, les comportements. C'est des relations à nouer entre, en interne, des élus, des agents, et en externe surtout, donc avec tous les partenaires. Et ils sont nombreux qui travaillent avec les collectivités. Donc, en fait, c'est autant une question de posture, effectivement, qu'une question de relation. Donc, le facteur humain, quoi, les comportements, c'est vraiment le cœur du sujet. Et je crois que dans mon cas précis, je mettrais en avant peut-être une volonté de coopérer. Une volonté de coopérer, c'est vraiment un état d'esprit qui est différent de ce qui peut advenir usuellement, qui est la compétition, qui est enfin voilà, c'est l'autorité, etc. C'est d'abord un état d'esprit qui peut-être est à changer. Voilà en quelques mots État ce que je d'esprit. pourrais dire. C'est Merci.
Merci à vous pour cette contribution. Sur d'autres en fait, qui souhaiteraient s'exprimer sur le sujet, pour vous, coopération, nouvelle forme d'action territoriale partagée. Il y a une question aussi en fait, voilà, d'état d'esprit, et en fait, ça a été évoqué dans plusieurs, en fait, une question de formation. Donc, le fait d'être dans un état d'esprit spécifique qui puisse aller vers l'autre, être à l'écoute, la question de la confiance. Dans d'autres, je vous laisse aussi réagir, hein, Perrine et Julien, sur la dynamique. Être capable de faire une place à l'autre. Oui, tout à fait. Montage de formation. Euh, Pratique démocratique. Tout à fait. Partager. Associer l'ensemble multi-acteurs en fait qui est revenu. Et ce que nous disait Jacques en fait, hein, à l'instant, ça rejoint ce que disait aussi Manon Loisel en ouverture, hein, c'est le dedans dehors en fait. Avant de pouvoir coopérer en dehors, il fallait déjà avoir un état d'esprit à pouvoir coopérer en interne et se mettre en ordre, voilà, intellectuellement parlant, en ordre de marche pour pouvoir en fait aller vers l'autre et déjà s'entendre en interne. Tout à fait. Merci infiniment pour ça. Je laisse peut-être Romain faire une capture d'écran, ou je le ferai après. Nous allons vous poser une deuxième question. Quels sont les facteurs facilitant les coopérations selon vous? Et toutes vos réponses vont permettre d'alimenter les réflexions sur le reste de la journée. Donc, quels sont les acteurs facilitants? Continue. L'interconnaissance, tout à fait. L'interconnaissance qui revient. L'interconnaissance, et on en revient là aussi, hein, en interne, avant de pouvoir tendre la main. Un peu comme un mariage, en fait. Il faut d'abord se connaître soi-même avant de pouvoir, en fait, tendre vers l'autre. Charge d'échange, j'actualise. Il y a aussi l'idée d'un tiers de confiance. Il est mentionné 2 fois les apéros. Voilà. Alors, je valide totalement, mais peut-être que enfin, les 2 personnes qui ont validé, ou peut-être ont validé 2 fois, en fait, pourraient en fait, aller plus loin, parce que je pense que c'est au-delà du le fait de trinquer, c'est le fait de prendre le temps. La personne qui a répondu les apéros, ou les 2 personnes qui ont mentionné les apéros. Donc déjà, les apéros, ça contraint un petit peu au niveau timing. C'est plutôt en fin de journée, du coup, au niveau de l'interconnaissance. Tiers de confiance. Des sujets concrets. Oui, le côté opérationnel des coopérations, savoir, enfin, voilà, qu'est-ce que ça donne. On coopère pas. On peut coopérer pour le plaisir, mais il faille aussi une déclinaison opérationnelle. On a quand même le budget dédié qui revient, parce qu'après, c'est souvent une question de Ouais. moyens spécifiques affectés. Donc, le budget ou des agents ou des choses un peu spécifiques, c'est vrai que ça peut avoir son importance. Eh ben, Patricia, mettez vos réponses dans le chat. On va les intégrer. Ah, c'est un terme qu'on n'entend pas régulièrement. La personne qui aurait mentionné l'humilité. Parler très régulièrement de coopération, c'est un terme que je n'entends pas forcément. Est-ce que la personne qui aurait mentionné l'humilité pourrait se manifester, s'il vous plaît? Oui, c'est moi, Bonjour, vous. Sandrine. Des mots. Non, Qu'est-ce que ouais, vous entendez par humilité derrière? Alors, je comprends le mot, hein, mais derrière, qu'est-ce que vous le mettez ben, faut avoir quand même fait un petit chemin avec son ego pour pouvoir discuter intérêt général et intérêt commun. L'humilité dans le sens de se prendre conscience qu'on ne peut pas tout seul. Oui, et que oui, oui, ouais, ouais, c'est ça. Mais les mots, vous avez une certaine culture des coopérations qui Oui. effectivement, avec un peu de recul, voilà, et un retour précieux. Merci beaucoup, Sandrine. De rien.
Et on revient à l'ingénierie. Alors, quelqu'un l'a mentionné. Prof of concept. Ingénierie, la personne qui a mis ingénierie. Alors, je ne peux que souscrire. Qu'est-ce qui est entendu hop, derrière? Il faut de l'animation, bien évidemment. Il faut du temps, j'imagine. La personne qui a mentionné ingénierie. Oui, bonjour, Ah, Séverine Flette. salut Séverine. Donc oui, pour faire de la coopération, il faut avoir effectivement des agents, des gens qui sont aussi formés, qui ont aussi du temps pour effectivement faire de l'animation. Ça prend beaucoup de temps, la coopération. Ça prend du temps. Quand tu dis qu'il faut être formé, est-ce que tu penses qu'il y a un déficit de formation, de sensibilisation sur ces enjeux? Oui, je pense que bah, c'est ce qui a un peu été dit ce matin aussi. Ça demande des capacités d'apprentissage. Ça demande un certain nombre de compétences, d'appétences et que, c'est pas inné non plus, ça s'apprend. Et Et effectivement sur l'ingénierie, qui est parfois amenée à faire de la coopération ou à animer des coopérations, il y a pas toujours la formation idéale et d'ailleurs, finalement c'est une formation, assez plurielle. mhm. Tu penses pour les, enfin, au-delà de l'ingénieur, enfin, au-delà de l'agent, en fait, la formation, elle est également adressée au service de l'État, aux élus. Tout à fait, tous les acteurs qui participent à la coopération, les élus, les techniciens des collectivités, les chefs de projet, les directeurs, mais aussi, bah, c'est le cas aussi sur les instances de concertation citoyenne. Oui. Tout à fait. Et donc, du coup, dit ingénierie, dit financement. En fait, c'est mentionné plusieurs fois. Alors, dans des termes différents, mais on est dans la logique, en fait, dans la suite, en tout cas, et donc le financement de l'ingénierie, Tout à fait, ce qui nous fait défaut. qui nous fait défaut depuis pas mal de temps. Compétences communes, effectivement, c'est un savoir-être, un savoir-faire, des moyens. Donc, je pense que nous sommes alors, tous convaincus hein, par la nécessité de la coopération, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais en fait, on le voit bien, en fait, hein, c'est le fait de faire ensemble et de prendre conscience qu'on ne puisse pas résoudre tout ensemble. Merci infiniment pour ces contributions interactives et en fait, on va les garder. Ça fera partie des comptes rendus, donc vous les aurez. Nous avons la chance ce jour d'avoir Raymond Val avec nous, cher Raymond. Alors, Raymond, que je connais bien, qui a été mon président pendant 6 ans, et Raymond qui a été à l'initiative de projets. Alors, certains pendant qu'il a été président, mais enfin, il va nous en parler mieux que nous, mais quand il a été président du pays Porte de Gascogne, donc qui se situe dans le Gers, autour de Florence, Lectoure, pour ceux qui connaissent Gimont, l'île Jourdain, donc à l'est du département du Gers, un contrat de réciprocité. Il a prôné également en fait les coopérations dans le cadre du programme Leader, mais en fait, il œuvre activement sur son territoire, sur tout un pan de différentes coopérations possibles, mais je ne vais pas dévoiler. Je laisse Raymond en parler. Cher Raymond. Raymond, votre micro est coupé. Oui, bonjour à tous, merci. Euh, c'est vrai que je pense que la coopération interterritoriale, je crois que c'est une impérieuse nécessité. C'est une impérieuse nécessité parce que elle permet d'abord d'instaurer une dynamique sur un territoire, ce qui me paraît essentiel. Et tout à l'heure, quand on s'exprimait sur ce qu'est la coopération, c'est quand même une merveilleuse aventure de démocratie participative, hein. Car s'il n'y a pas l'adhésion d'un territoire, c'est très difficile d'arriver au bout d'une forme de coopération. Donc moi, je voudrais vous dire que la coopération interterritoriale, c'est quelque chose qui m'a
qui m'a beaucoup préoccupé dès 2014, au moment où on a examiné la loi MAPAM, et où on a découvert au Sénat que dans cette loi, qui crée donc une nouvelle collectivité, c'est-à-dire la métropole, eh bien, il n'y avait pas de dispositif de coopération entre ces métropoles qui allaient évidemment devenir sur les territoires une forme de développement qui avait la tentation d'aspirer maximum de richesses, maximum d'habitants. Et donc, c'est de cette négociation au cours de cette loi que nous avons au Sénat proposé la création des PETR, puisque les pays avaient été arrêtés en 2010. Et donc, l'idée de coopération, c'est ce qui nous a motivés pour demander à ce que on tienne compte du fait qu'entre les métropoles, les agglomérations, il y avait des no-man's land et qu'il fallait essayer de faire quelque chose. Et donc, les PETR, pour l'équilibre rural et territorial, avaient pour but de créer un petit outil de coopération qui permettait à une dimension qui soit adaptée d'ouvrir une coopération entre ces nouvelles collectivités qu'étaient les métropoles, mais aussi les agglomérations. Donc c'est quelque chose qui a démarré à cette époque-là, et bien entendu, il y a eu un certain nombre de réussites, hein, du côté de Brest. Nous, à Toulouse, on a un contrat de réciprocité, mais ce que je voulais vous dire, c'est que comment aborder cette coopération interterritoriale? Il y a évidemment plusieurs démarches que l'on peut imaginer. En ce qui me concerne, pour le pays que j'ai présidé, on peut dire que la création du pays a été motivée par une volonté de coopération, puisque le territoire était adjacent donc, au pôle européen aéronautique d'Airbus, et donc la décision de transférer sur Toulouse des productions comme le A380 a déterminé notre territoire à s'organiser pour ouvrir une coopération en parallèle du développement de ce pôle européen. Donc, la coopération avec la métropole de Toulouse avait pour raison de pouvoir espérer partager une partie de la richesse consécutive au développement du pôle aéronautique. C'est ce qui s'est produit, puisque sur ce territoire, il y a eu environ entre 4 000 et 5 000 salariés, des sous-traitants, enfin, une coopération qui s'est établie sur la filière aéronautique. Bien sûr, on a donc d'autres coopérations dans ce contrat. Il est d'ailleurs à votre disposition, je le transférerai donc à Michael, si vous en avez la curiosité. Et donc, on peut dire que là, la création d'un pays PETR a été donc encouragée et par la coopération qui a été le moteur. Ensuite, la coopération, à ce moment-là, a manqué du soutien de l'État. Et c'est vrai qu'on s'est essoufflé assez rapidement, puisque les préoccupations ne sont pas les mêmes, les dimensions, évidemment, des sujets ne sont pas les mêmes. Et petit à petit, nous avions fondé beaucoup d'espoir dans les coopérations concernant les productions locales. Comment imaginer qu'il y avait, je sais combien, 200 000 repas par jour dans les établissements publics de Toulouse? Comment ne pas imaginer qu'on pouvait avoir à 50 km des productions locales qui pouvaient être consommées, enfin, tout ce qu'on peut imaginer dans la coopération. Ensuite, je pense aussi que la coopération, elle est indispensable aujourd'hui pour lutter contre la fracture territoriale. Moi, je suis très inquiet. Cette métropole de Toulouse a grossi, au point que Toulouse est devenue la 3e ville de France. Et c'est vrai que elle aspire, bien sûr, des habitants, des jeunes qui trouvent évidemment des solutions professionnelles. Elle concentre évidemment tout ce qui est les études supérieures. Elle concentre évidemment, elle permet d'avoir évidemment une proposition culturelle très forte. Elle a évidemment un aéroport qui permet aussi de faciliter les relations internationales dans l'exportation. Donc, si vous voulez, ces métropoles, petit à petit, représentent, à mon avis, un danger quant à l'équilibre territorial et peuvent nous faire retomber dans, évidemment, l'accroissement des banlieues dans lesquelles les gens s'entassent, et on sait ce que ça peut devenir. Donc, la lutte contre la fracture territoriale passe par une coopération qui est absolument nécessaire. Ensuite, on peut aussi imaginer qu'on peut se lancer dans des coopérations à la suite de décisions ponctuelles.
Par exemple, la réalisation d'une infrastructure sur un territoire peut être un sujet qui peut réunir des collectivités, des élus, des citoyens, parce qu'il y a nécessité de se préparer. Je prends un exemple concret. On espère que le TGV entre Bordeaux et Toulouse va se réaliser. Bien, il y a 3 gares nouvelles. Eh bien, on a donc décidé sur une des gares, par exemple celle d'Agen, de créer un club TGV. Et à travers une structure associative, on s'est lancé dans une coopération qui a pour but de préparer ce territoire dans 10 ans à l'arrivée d'un TGV, de le préparer dans tous les domaines. L'accueil de nouvelles populations, l'accessibilité donc à Paris, à la capitale plus facile, de pouvoir également faire implanter des études supérieures et de permettre en quelque sorte, donc, dans un rayon d'environ 100 km, de préparer les territoires à donc une nouvelle forme de développement. Ça, c'est un exemple. On en a eu un deuxième, pas très loin d'ailleurs. Ça, c'était donc un exemple de désenclavement. Après, il peut y avoir des exemples dans la production d'énergie. Par exemple, donc, on sait qu'aujourd'hui, on doit évidemment produire des énergies renouvelables et non polluantes. Bon, mais c'est vrai que lorsqu'il y a sur un territoire un projet important, c'est le cas dans un certain territoire également proche d'Agen, c'est-à-dire la centrale de Golfech, qui va candidater pour en quelque sorte une extension. Eh bien, là encore une fois, nous avons réuni les collectivités du périmètre qui est concerné par la centrale. Nous avons créé une structure très légère et bien sûr, nous avons dit, préparons également l'impact du doublement de cette centrale en termes d'emploi, en termes de nécessités de toutes sortes. Et là aussi, on s'aperçoit qu'un projet concret facilite toutes les difficultés qu'on a à convaincre les gens de s'ouvrir, ça a été dit. Et puis, j'ai bien aimé que Mme Perrine Signan commence son propos en parlant d'interdépendance. Voilà. Nous sommes interdépendants, je dirais même sur l'ensemble de la planète, et bien sûr dans nos territoires. Et c'est vrai que c'est souvent difficile à faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas s'isoler et on ne peut pas traiter les sujets comme ça pour des rayons trop étroits, sans tenir compte de ce qui se passe autour de nous. Voilà. Donc, c'est un troisième exemple. Et enfin, en fait, on peut aussi, sur le thème d'une filière économique, on peut aussi fédérer et donc coopérer sur les territoires. Ça a été le cas, par exemple, sur la filière vélo, où on a créé la Vélo-Vallée. Et comme on avait créé la vélo aéronautique, et donc à partir du regroupement de l'ensemble des acteurs de la filière vélo, eh bien, on est arrivé à engager sur ce territoire donc un projet qui a vu la naissance d'une première unité d'assemblage de vélos, avec ensuite des espaces donc, de pratique de vélo, des sous-traitants qui sont installés, etc., etc. Mais parce qu'on avait un exemple concret d'une filière. Donc, ce que je retire, moi, de cette expérience et du vécu de ces différentes conventions de coopération ou ce contrat de réciprocité, c'est que je crois qu'il faut revoir le cadre de la loi MAPAM. Je crois qu'il faut revenir sur cette loi pour justement introduire cette notion d'interdépendance et de coopération, parce que les acteurs locaux ont besoin d'avoir un cadre d'accompagnement. Et moi, je pense que la coopération, elle ne part pas nécessairement d'en haut vers le bas, mais c'est l'inverse. Elle doit partir du bas vers le haut, avec une forte mobilisation des acteurs du territoire. Et là, l'accompagnement de cette volonté politique partagée par les citoyens d'un territoire qui doivent se doter d'un projet de territoire, que nous avons, nous, associé à la NPP assez rapidement. Un projet de territoire est indispensable pour faire de la coopération. Bien là, il faut, à mon avis, réfléchir à un cadre qui viendrait compléter cette loi MAPAM. Voilà rapidement ce que je voulais vous dire de l'expérience que je retire de ces différentes coopérations. Et puis, je suis prêt à, si vous le souhaitez, répondre à vos questions si vous en avez. Et il y en a plein. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace de discussion, chat, dialogue, enfin, selon toi. Une première question, en fait, l'initiative d'une coopération, c'est le fait de prendre conscience qu'on est interdépendant ou c'est sur la base d'un projet concret? Comment on amorce une coopération? Alors, la coopération, d'abord, finalement, elle existe sur nos territoires, puisque
Bon, on part des communes, des syndicats, des communautés de communes. Alors, je ne sais plus combien il y en a, les EPCI, il y en a 1300 en France, etc. Et bien entendu, on s'aperçoit que la dimension des EPCI n'est pas toujours adaptée au problème de coopération. Et assez rapidement, vous vous souvenez que l'Europe a rapidement réagi à ces 35 000 communes françaises qui pouvaient avoir un dossier européen. Et donc, pour la plupart des régions, elles ont très rapidement souhaité, même imposé, que pour avoir accès à des fonds européens, ben, il fallait au moins avoir un territoire qui représentait environ 40 000 habitants. Donc, à travers les leaders, le FEDER, etc., on a quand même eu des stimulations pour, en tout cas au niveau des élus, accompagnés par les conseils de développement, etc., une réflexion d'un projet qui dépassait la limite de la commune et de l'intercommunalité et qui pouvait être donc de ce fait recevable au niveau de certains fonds européens, voire même de certains fonds au niveau de l'État, qui, à certains moments, a remis en place la contractualisation. Rappelez-vous qu'une contractualisation a été mise en place à l'échelle des PETR et des pays. Donc, il y a eu une stimulation par certaines décisions de réfléchir à une coopération. Et bien entendu, dans ces cas-là, il faut une très forte volonté politique. D'abord parce qu'il faut réunir donc, ces collectivités et les faire délibérer sur quelque chose d'action commune, mais surtout ne pas laisser la société civile hors de cette réflexion. On ne peut pas construire un projet de territoire sans la société civile. Et donc, la difficulté, c'est qu'il faut en même temps convaincre les élus en place, mais aussi s'ouvrir à cette société civile pour évidemment doter ce territoire d'un projet concret et qui concerne les activités de ce territoire et qui puisse bénéficier de la dynamique de toute l'économie en quelque sorte et des acteurs économiques d'un territoire. Ce qu'évoquez, vous l'évoquiez, et puis Perrine l'avait ouvert très justement sur la question d'interdépendance. Est-ce qu'il y a tout un travail de sensibilisation en fait des acteurs à ce qu'ils prennent conscience en fait de l'interdépendance qu'ils ont vis-à-vis d'autres acteurs et d'autres territoires? Et comment vous l'avez appréhendé, vous, ça dans le cadre du TGV par exemple, ou sur un projet vélo aussi, je sais que vous avez suivi. Ben, d'abord, si je prends des projets concrets, je prends par exemple l'arrivée du TGV, dont l'infrastructure d'une gare ou l'infrastructure d'un aéroport, je ne sais pas quoi. Ben, il faut commencer par essayer d'y mesurer l'impact d'une infrastructure qui arrive sur un territoire. Et là, on s'aperçoit que de toute façon, cette infrastructure, si elle veut être, je ne dis pas rentabilisée, mais en tout cas équilibrée, ben, il faut voir quelles sont les populations qui sont concernées. Et là, on s'aperçoit qu'on est interdépendant parce que les investisseurs sur un territoire d'une forte infrastructure ne verront pas cette infrastructure donc vivre et apporter les résultats qu'ils attendent s'il n'y a pas en quelque sorte une fréquentation suffisante. C'est pour ça que, par exemple, quand on a créé le Club TV, on s'est amusé à mesurer quels étaient donc les habitants qu'il fallait conquérir pour équilibrer un petit peu une gare TGV. Ben là, on s'est aperçu qu'il y avait évidemment des répartitions importantes et que pour avoir environ 450 000 adhérents d'une gare TGV, ben on avait 50 000 adhérents dans un département, 80 000 dans l'autre, et on a pris conscience on a fait prendre conscience qu'on était concerné, on a fait prendre conscience à ceux qui investissaient ou qui définissaient l'infrastructure qu'il fallait prendre en compte les désidératas des territoires périphériques parce que sans eux, on n'équilibrait pas. Ça, c'est un premier point. Ensuite, bon, c'est certain que dans le cas des filières industrielles, bon, il est certain que c'est assez facile de convaincre des territoires lorsque on a la chance, comme ça a été pour Toulouse, de voir en quelque sorte se développer cet Airbus. Vous imaginez que d'un seul coup, on a appris qu'au lieu de se faire à Hanovre, le A380 se ferait à Toulouse et rien n'était préparé. Et donc, d'un seul coup, tout un territoire s'est mobilisé au sens large. Parce qu'il fallait accueillir évidemment des nouveaux bâtiments, des nouveaux salariés, il fallait accueillir. Vous vous rendez compte qu'on a même créé des circuits pour accueillir des produits qui étaient fabriqués en Angleterre ou en Espagne ou ailleurs pour les assembler à Toulouse. Donc tout ce mouvement interpelle une population et là c'est plus facile. Alors par contre,
quand on est sur un territoire et que, évidemment, on n'a pas la chance d'avoir une agglomération ou une métropole qui propose ce genre d'avenir, bon, c'est vrai que l'interdépendance est un sujet intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a des sujets qui ne peuvent pas s'arrêter à des frontières de département ou d'intercommunalité. C'est un peu ridicule, que ce soit le tourisme, que ce soit, si vous voulez, la possibilité de pouvoir se réunir pour coopérer sur le plan européen. Enfin, il y a, vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a la nécessité de former effectivement des élus, mais aussi de former donc des fonctionnaires qui puissent inculquer cette prise de conscience que nous sommes sur la planète et que, vous le savez très bien, aujourd'hui, tout ce qui est climatique, tout ce qui est énergie, tout ce qui est mobilité, nous concerne à tous. Et donc, je crois qu'on est en train de prendre conscience, et cette conscience, elle doit aider à l'ouverture d'esprit que vous avez souligné, de pouvoir en quelque sorte coopérer avec tous ceux qui ont parfois résolu des problèmes qu'on n'a pas résolus sur un territoire, mais tous ceux qui sont en quelque sorte dans une forme de fraternité territoriale, quoi, hein. Mhm. Il y avait une réflexion qui était portée, peut-être je vais vous laisser la parole, Bruno. Alors, il y avait une question, mais c'était plutôt une réflexion. Bruno Paulmier. Je Oui, pense, oui, bonjour. Je suis un ancien directeur général des services de collectivité locale et maintenant au comité 21, investi au comité 21 dans le domaine associatif pour développer les coopérations territoriales. Et je me faisais cette remarque que quand comment dire, les professionnels et les élus engagés dans les dispositifs existants, mais vous avez puisque vous avez présidé de la NPP, ces organismes souffrent d'une certaine désaffection, d'un manque de solidarité, parfois même d'un absentéisme lors des réunions. Et quand on est en présence d'organismes qui mériteraient un soutien, notamment quand il y a des réductions budgétaires, hein, de l'argent public plus rare, on s'aperçoit que la solidarité des acteurs autour des établissements existants, des organismes existants, est relativement faible, quoi. Il est de bon ton, souvent de bon ton de critiquer plutôt que de s'y investir pour faire en sorte qu'ils réussissent. Alors, je ne sais pas si les professionnels qui sont autour de la table virtuelle sont d'accord avec mon jugement, mais souvent, je trouve que on manque de soins portés aux organisations qui existent et pas suffisamment pas partir des lieux de coopération pour aller conquérir des nouvelles opportunités, mais plutôt s'attendre à recréer de nouvelles choses tout le temps, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec mon jugement. Je partage tout à fait, enfin, cette approche et la question on revient encore de la question de la formation, de l'état d'esprit en fait dans lequel on doit s'inscrire en tout cas pour aller vers l'autre. Raymond, est-ce que vous auriez un complément à apporter sur l'intervention? oui, bon, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est quand même un travail usant, comme dans toute action de terrain, qu'elle soit associative, politique ou sportive, hein. Il faut toujours des leaders. Il faut des gens qui y croient. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a assez rapidement un groupe qui reste en général dans ce genre de démarche, mais c'est toujours difficile de garder un territoire mobilisé. Ceci dit, je pense aussi que le secteur privé joue un rôle important. Que ce soit dans l'agriculture, ou dans l'industrie ou dans le tourisme, ben, c'est sûr que parfois les élus peuvent être débordés par des acteurs du territoire qui considèrent qu'ils ont absolument besoin de ces coopérations. Et ces premières coopérations qui germent depuis le territoire, depuis le bas, interpellent les élus et font que là, il faut se remonter les manches, hein. Donc, moi, oui,
en quelque sorte, le combat n'est jamais gagné, quoi. La coopération, c'est au quotidien, il ne faut jamais se relâcher. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'à un certain moment, les territoires, les élus ou les citoyens aient concrètement la preuve qu'il y a une retombée concrète. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir à un certain moment, à travers les PIA, la chance que de toute façon, on est, et ça j'en remercie l'État, on est demandé à la métropole de Toulouse de bien vouloir partager une partie de ce qui avait été donné aux PIA des métropoles. Elles étaient 12, il n'y en a qu'elle qui l'a fait d'ailleurs, de manière sur des thèmes qui faisaient partie du contrat de réciprocité. Et effectivement, on a bénéficié d'environ 1 million d'euros. Et là, les gens, d'un seul coup, ils se sont dit, mais attendez, ah oui, mais bon, c'est vrai, c'est pas que du papier. Ah, mais c'est vrai qu'il y a un contrat. Ah, mais c'est vrai qu'on a pu avoir un petit peu d'argent. Et enfin, ce sentiment d'exister et qu'on n'est pas dans l'injustice, on voit tout arriver dans une métropole et rien autour. PIA, programme d'investissement d'avenir, en fait, qui a été dans le cadre des contrats de plan aidez-moi, la C'est NCT. ça, c'est exactement ça. C'est l'investissement d'avenir, hein, c'est exactement ça. Du pacte État-métropole, voilà, je cherchais le mot. Alors j'ai plusieurs autres questions à vous poser. En fait, vous avez été président de la commission aménagement du territoire et développement durable du Sénat. Pourquoi c'est des sujets qui ne sont pas forcément traités, abordés, en fait, outre dans un cadre institutionnel, mais cette question des coopérations est pourtant un des, comment dire, un des axes forts du développement local. Pourquoi on s'en saisit pas plus au niveau national et pourquoi on n'encourage pas plus les coopérations? C'est une bonne question que je me suis posée pendant des années, puisque, comme vous l'avez souligné, j'ai présidé la commission d'aménagement du territoire du Sénat. Et c'est vrai que je pense que on a sous-estimé les bienfaits de ces coopérations. Et je constate qu'il y a à nouveau un ministre chargé de l'aménagement du territoire, qu'il y a le secrétariat d'État, etc., etc. Honnêtement, je pense que ça fait partie de la réponse politique qu'il va falloir apporter à la fracture territoriale. Si on n'apporte pas quelques réponses d'espoir à la fracture territoriale, à travers un cadre qui fasse comprendre aux gens que c'est pas parce qu'on est dans un territoire périurbain ou rural et qu'il n'y a pas évidemment partout des métropoles qui peuvent tirer les territoires comme c'est le cas pour les principales, on est en difficulté. Je crois que si on cumule ça avec le fait qu'il y a une véritable catastrophe en termes de mobilité, la mobilité douce, la mobilité décarbonée va être aussi un élément de fracture territoriale. Donc, quand vous cumulez tout ça et que vous n'avez pas une volonté politique qui s'exprime au plus haut niveau, on est, à mon avis, en danger de voir la désespérance. Je passe sur les problèmes de santé et compagnie. Quand vous cumulez tout ça, il n'y a qu'à travers la coopération territoriale qu'on arrivera à s'en sortir. Donc c'est vrai, il y a aujourd'hui la nécessité absolue de définir une politique de rupture par rapport à la situation actuelle et donc de créer un cadre juridique pour imposer une coopération. Je rejoins tout à fait ce que vous dites et en fait ce qu'affirme aussi, enfin ce que complète Monsieur Leroux, que en fait les coopérations sont sont de plus en plus le socle des nouveaux projets et en raison notamment du désengagement de l'État. Il y a une coopération que pourtant vous avez portée très haut en fait, qui est la coopération européenne. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu? Parce qu'en fait, il y a la coopération territoriale, urbain-rural, public-privé, ce que vous avez évoqué, mais il y a aussi les coopérations européennes, notamment dans le cadre du programme LEADER. Oui. Oui, mais là aussi, bon, se lancer dans un Interreg, quand vous lancez dans un Interreg, quand vous lancez dans un FEDER, quand vous lancez, enfin, alors je ne parle pas des leaders parce que bon, et encore. Alors, le transfert de certains fonds européens aux régions,
devrait se traduire par une plus forte volonté d'engager des coopérations européennes. Mais après, quand les collectivités, enfin, je vous rappelle que depuis 10 ans, on a renvoyé des fonds européens parce qu'on a été incapable de pouvoir, en quelque sorte, donc, faire remonter des projets suffisants, en particulier sur l'IDER, le FEDER. Donc, moi, je suis très déçu là-dessus. Mais effectivement, les projets Interreg, c'est très lourd et les collectivités locales et les pays ou les collectivités locales ont parfois abandonné devant le coût de traiter donc une convention avec l'Europe. Et en fait, on a eu aussi un contexte dans la précédente programmation leader assez complexe et qui a fait que malheureusement les coopérations leader, coopérations européennes, en fait, n'ont pas battu leur plein comme ça a été dans les années précédentes. On espère que cette prochaine génération sera plus féconde sur ces sujets-là. Je laisse. À ce sujet, Michael, je voudrais vous signaler qu'en ce qui me concerne, j'établis des coopérations transfrontalières avec l'Espagne, mais alors c'est terrible de voir comment sont traités les projets européens à l'Espagne, comment ils sont traités en France, quoi. Hein. C'est pour ça que de toute façon, l'Espagne et le Portugal, quand vous y allez, vous voyez bien tout ce qui s'est passé. En fait, on a une culture sur les fonds européens complètement différente, mais je crois qu'on a beaucoup à s'améliorer. Hein. On s'y attelle, j'espère. Anna, vous aviez une réflexion sur les instances de coordination. Est-ce que vous pourriez nous en faire part? Désolé, hein, je vous prends comme ça. Pas de micro, d'accord. Donc, je vous invite à lire le commentaire de Madame Canales. Et voilà, j'avais deux autres questions encore, Raymond. Est-ce que du coup, d'un point de vue très pratique, en fait, est-ce que vous aviez un dialogue, un discours qui était différencié entre les différentes parties prenantes? Je m'explique. Entre les acteurs associatifs ou avec les acteurs industriels ou avec d'autres élus, est-ce que vous adaptiez, ou en tout cas c'était spontané, vous adaptiez votre discours ou justement c'était spontané et en fait il n'y avait pas forcément de différence de manière d'appréhender la coopération ou le discours selon les publics et les parties prenantes? Sans le vouloir, je pense que j'ai adapté le discours parce que moi, je viens de la société civile. J'étais donc dans une entreprise et je pense qu'avec du recul, la première chose qu'il faut faire, effectivement, c'est d'ouvrir un dialogue avec les forces vives d'un territoire, comme on dit. C'est-à-dire que de toute façon, pour engager une coopération de développement d'un territoire, il faut évidemment au moins bien connaître les activités de son territoire et voir quelles sont en quelque sorte les filières, les produits, enfin, qui ont une dynamique et qui d'ailleurs ont besoin de vous. Alors c'est vrai qu'il y a un discours, et la première chose que j'ai fait, et qu'on a fait dans nos territoires, c'est de créer et réunir les acteurs économiques. Je suis désolé, mais les chambres de commerce, ça ne suffit pas. Les chambres de métier, ça ne suffit pas. Quand vous voulez bâtir un projet de coopération un peu ambitieux, il faut avoir aussi bénéficié de l'expérience de chefs d'entreprise qui coopèrent tous les jours. La première richesse dont on n'a pas conscience, c'est le rayonnement des entreprises d'un territoire. Parce qu'elles ont souvent des sous-traitants, elles ont souvent des marchés à l'étranger, elles ont souvent des informations et la possibilité de se développer en faisant revenir autour d'elles des activités qu'elles ne produisent pas et qu'elles sous-traitent et qu'il faut à un moment donné intégrer. Donc, première information, essayer de se connaître le territoire sur le plan de sa construction économique et de sa dynamique. Ça, c'est le premier point. Alors après, effectivement, ce discours ne peut pas être le même que quand vous vous adressez au conseil de développement, c'est-à-dire aux citoyens, et quand vous vous adressez aux élus, parce que en fait, il va falloir valider, il va falloir faire voter des gens, et c'est vrai qu'il faut, vous avez raison, il faut adapter son discours. Une autre, j'allais dire dernière, mais j'en ai une autre qui est venue entre-temps. Le rapport au temps, en fait, quand on fait de la coopération, en fait, à titre personnel, comment vous l'avez vécu, ce rapport au temps? Ça prend du temps, on le sait, mais voilà, comment vous l'expliquez? Voilà, comment vous l'appréhendez, ce rapport au temps? Très mal, parce que c'est trop long. Ouais, je crois que la difficulté des territoires périurbains et ruraux, c'est que d'abord, évidemment,
ça a été dit aussi, l'ANCT l'a rappelé tout à l'heure, on manque d'informations, on manque de compétences. Moi, j'avoue que je me suis lancé là-dedans et je n'avais pas toujours la formation nécessaire sur ces sujets. Ça, c'est un premier problème. Donc, on perd du temps. Deuxièmement, alors c'est vrai que il y a toujours une échéance électorale qui fait qu'à un moment donné, bon, ben voilà, où c'est la commune, où c'est la métropole, où c'est je sais pas quoi, le conseil général ou la région, qui fait que attention, parce que il faut le dire, on est entre nous. Parfois, il y a aussi des problèmes politiques. Moi, j'ai perdu du Oui. temps parce qu'à un certain moment, il y avait des partis politiques qui n'étaient pas, qui étaient dans des camps opposés. Et donc, il a fallu attendre, attendre quoi? Ben, attendre que, évidemment, parfois, il y a une concordance politique. C'est désastreux de dire ça, mais c'est la vérité. Et donc, quand vous cumulez d'abord la formation nécessaire, bon, la volonté politique, on peut l'avoir. Après, l'information, c'est déjà difficile. La formation de nos agents et de ceux qui vont faire le travail réellement, parce que là aussi, il faut saluer, ça a été fait, il faut saluer ceux qui nous accompagnent, la patience, le travail qu'il faut avoir, la nécessité de faire coopérer des gens qui sont à des niveaux intellectuels très différents. Le staff d'une métropole n'a rien à voir avec le staff d'une commune de 5 000 habitants ou d'une communauté de communes de 30 000 habitants. Et donc, tout ça, c'est pour ça que, de toute façon, je suis persuadé qu'il faut revoir cette loi et je suis persuadé qu'il faut un cadre assez rapidement parce que la fracture est désastreuse. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup piaffé. Alors, j'ai eu la chance aussi d'avoir un ou deux préfets de régions et de départements qui ont vraiment cru en cette coopération. Et je le dis, c'est indispensable qu'à travers la NCT, on fasse participer les préfets, et les sous-préfets et évidemment les structures régionales. Sinon, c'est encore pire, quoi. Hein. J'avoue que leur soutien ont parfois débloqué des situations que je n'aurais pas réussi à débloquer. Tout à l'heure, quand j'ai fait part du fait qu'on avait pris dans le PIA une partie pour l'amener en territoire rural, c'est la préfecture de région qui a pris la décision. Et une dernière question, cher Raymond. Est-ce que la coopération, vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait, il faut un leader, il faut quelqu'un qui anime, il faut quelqu'un qui impulse. Est-ce que la coopération, au final, c'est pas un peu fatigant à titre personnel? Et là, c'est une question plus personnelle que je vous pose. Le mot fatigant, pour certains, pour les élus, ça compte pas. Le mot qui vient à l'esprit, c'est décevant. Voilà. Je prends le cas de la filière vélo. Sous prétexte qu'il y avait une barrière départementale, on a raté la construction d'un vélodrome, alors qu'il n'y a pas de vélodrome je sais plus, entre Bordeaux et Nice, parce qu'on a considéré que les territoires étaient séparés par une frontière départementale. Alors ça, c'est extrêmement décevant. Donc moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est la déception qu'on peut avoir à un moment donné pour le fait d'être dans une centralisation où il reste encore le ménage à faire. Quand vous coopérez, vous vous heurtez encore avec des départements qui gardent des compétences parce qu'on n'ose pas leur dire il ne faut plus rien faire. Et donc, il ne faut pas se vexer le département. Il faut ensuite, bon, la région dira oui, mais dans ce département, ce n'est pas le cas, etc., etc. Donc, il faut encore mettre de l'ordre dans notre construction pour faciliter l'action des élus de terrain, parce que ce sont eux qui sont les plus proches des citoyens. Et la désaffection de la politique par les citoyens, elle vient du fait que les citoyens conçoivent que ça prend du temps, que c'est trop compliqué et qu'il n'y a rien de concret au bout de 5 ou 10 ans. Et ça, c'est fatal pour ce genre d'initiative. Alors, en tous les cas, un vélodrome qui n'a pas fonctionné, néanmoins, des coopérations européennes, une coopération urbain-rural, des coopérations avec les industriels, avec votre hub TGV. Félicitations, cher Raymond, pour toute voilà, cette dynamique que vous avez impulsée sur le territoire. Merci infiniment pour votre intervention. Et je vais laisser Perrine, en fait, pour la conclusion de cette matinée.
Oui, alors ça va être rapide. Eh ben, on se retrouve donc pour la deuxième séquence de ce parcours à 13h55. On commence à 14h pile et on essaiera voilà, de retrouver l'énergie pour dépasser ces possibles déceptions qui sont réelles. Et on a bien vu qu'il y avait un certain nombre d'écueils, mais voilà, la présentation de ces expériences, je pense, est quand même inspirante et mobilisante. Donc, bon appétit et au plaisir de vous retrouver à 13h55 sur le même lien. Bon appétit, merci encore Raymond. Et voilà, on est 60, on était 65, on sera 65 tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bon, merci.